n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Notre objectif est d'atteindre 500 likes sur cette vidéo. Et avec votre soutien, on peut y arriver. Maintenant, plongeons directement dans toute l'histoire de l'Empire portugais. L'aube du Portugal, d'un petit royaume à de grandes ambitions. Imaginez un minuscule royaume coincé à l'extrémité de l'Europe, le dos contre l'Espagne et le visage tourné vers l'océan infini. À première vue, le Portugal des XIIe et XIIIe siècles semblait destiné à rester discret, insignifiant, éclipsé par des voisins bien plus puissants. Et pourtant, d'une façon ou d'une autre, ce petit bout de terre allait un jour commander un empire qui s'étendrait sur 3 océans. Comment est-ce possible? C'est le mystère que je veux éclaircir avec vous. Revenons en arrière. Le Portugal n'était même pas encore le Portugal, c'était une zone frontalière confuse entre les royaumes chrétiens et l'Al-Andalus musulman. Imaginez un échiquier où chaque case pouvait changer de camp du jour au lendemain. De ce chaos surgit Afonso Henrique, un homme à la fois têtu et visionnaire. Il proclama l'indépendance du Léon au XIIe siècle, repoussa ses rivaux et se tailla un royaume à la seule force de sa volonté. Imaginez, entouré par l'Espagne à l'est, par des puissants États maures au sud, et malgré tout il osa planter son drapeau. Cette audace a marqué le Portugal dès le départ. Mais survivre ne suffisait pas. Le territoire était petit, les ressources limitées, et les royaumes voisins prêts à l'engloutir. Alors, que faire quand ta maison est trop étroite? Tu regardes dehors. La mer devint pour le Portugal une échappatoire, une opportunité, une obsession. L'Atlantique n'était pas une route, mais une énigme terrifiante. Peu osaient s'y aventurer. Pourtant, pour le Portugal, cet horizon était à la fois un bouclier et une promesse. Il les protégeait des invasions mais murmurait des possibilités de nouvelles terres, des richesses, des chances d'exister là où les petits royaumes d'ordinaire ne comptaient pas. Cette mentalité ne s'est pas faite en un jour. Génération après génération, les rois ont équilibré survie à l'intérieur et prudent pas vers l'extérieur. Ils ont combattu sur la péninsule ibérique, repoussant peu à peu les morts jusqu'à la prise de l'Algarve au XIIIe siècle. Cette victoire donna au Portugal le contrôle total de son littoral, une porte ouverte sur l'océan, avec des ports prêts à lancer des rêves. Pendant que d'autres royaumes européens s'embourbaient dans des guerres de territoire, le Portugal commença à imaginer un pouvoir au-delà des frontières. Les gens développèrent des compétences maritimes, construisirent des navires pour l'Atlantique rude, les pêcheurs osèrent s'éloigner, les marchands tentèrent de nouveaux trajets, et le courage grandit. On sent cette impatience, cette conviction que le destin du royaume ne se limiterait pas à l'Ibérie. La foi joua un rôle aussi. La Reconquista, ces siècles de lutte contre les États musulmans, n'était pas seulement une guerre de terre, c'était une affaire d'identité. Chaque victoire était vue comme un signe divin. Défendre le christianisme devint partie de l'histoire, et plus tard, les marins emportèrent cette foi au-delà des mers. Un état d'esprit forgé sur les champs de bataille ibériques allait nourrir les voyages océaniques. Même avant l'histoire de l'infant Henri le navigateur, dont on parlera plus tard, les graines de l'expansion étaient là. Le Portugal n'a jamais accepté de rester un simple tampon entre l'Espagne et la mer. Chaque étape de sa croissance pointait vers l'extérieur, vers un destin au-delà de l'Europe. Sa petitesse le rendait avide, sa vulnérabilité le rendait audacieux. Sa géographie lui offrait une scène que les royaumes de l'intérieur ne pouvaient pas avoir. Au XIVe siècle, le Portugal était plus solide que jamais. Ses frontières étaient reconnues, son indépendance assurée, ses ports grouillaient d'activité. Mais sous cette stabilité brûlait l'impatience. Pourquoi se contenter de survivre? Pourquoi ne pas devenir grand? Ces questions guidaient silencieusement leur choix. Quand l'âge des découvertes s'ouvrit enfin, ce n'était pas un hasard que le Portugal ait franchi le seuil le premier. L'aube du Portugal, ce n'était pas juste des châteaux, des batailles ou des traités, c'était l'histoire d'un petit pays qui apprenait à penser en grand. Dès le départ, il portait en lui un paradoxe, trop petit pour dominer ses voisins, mais trop impatient pour rester dans leur ombre. Ce paradoxe devint sa plus grande force, et bientôt, comme on le verra avec Henri le navigateur, cette impatience allait se transformer en quelque chose que le monde n'avait jamais vu, un petit royaume dessinant la carte entière du monde. Naviguer au-delà de la peur, les premiers grands voyages. Imagine-toi debout au bord du monde connu, regardant l'horizon où l'océan semble tomber dans le vide. On murmurait que des monstres marins attendaient juste derrière, que l'eau bouillonnait, qu'aucun homme ne pouvait aller trop loin sans disparaître pour toujours. Et pourtant, certains ont osé monter sur de fragiles bateaux en bois et avancer quand même. C'est dans ce mélange de peur et de soif de découverte que le Portugal a commencé à passer d'un petit royaume à un nom que bientôt le monde entier connaîtrait. C'est presque incroyable de penser au courage qu'il fallait. Aujourd'hui, on monte dans un avion sans y réfléchir. Mais à l'époque, la mer restait un mystère. Pas de carte, pas de moteur, pas de satellite. Seulement le vent, les étoiles et une détermination assez forte pour étouffer la peur. Les Portugais ne cherchaient pas seulement l'aventure, ils cherchaient à survivre. Leur royaume, coincé au bord de l'Europe, entouré de puissances plus grandes et de terres pauvres, devait miser sur l'océan pour espérer se démarquer. L'étincelle fut le prince Henri le navigateur.
Il construisit des écoles, rassembla les meilleurs esprits et envoya des navires le long de la côte africaine. Au début, les voyages étaient timides. Les marins longeaient la côte, s'avançant un peu plus chaque année. Les Canaries, Madère, les Açores, autant de marches vers l'Atlantique. Chaque mille parcouru était une victoire contre des siècles de peur. Le vrai test fut le cap Bojador. La rumeur disait qu'on ne pouvait pas le franchir et revenir vivant. Pendant des années, les navires faisaient demi-tour. Puis, en l'an 1434, Gilles Haynes, un capitaine portugais, osa passer. Qu'y trouva-t-il? Une mer calme. Pas de monstres, pas d'océan en ébullition. Juste la peur, brisée. Ce moment fut plus psychologique que géographique. L'océan n'était plus une prison, mais un chemin. C'est devenu le rythme des premiers voyages. Hésitation, puis un bond qui changeait tout. Une fois qu'un marin montrait que c'était possible, les autres suivaient. Bientôt, les Portugais racontèrent le sable d'or, des animaux étranges et des peuples inconnus. Le roi voyait du profit, les marchands flairaient le commerce, l'Église voyait des âmes à convertir. La graine de l'or, l'idole et la gloire venaient d'être plantées. Mais ne les prends pas pour des aventuriers sans peur. Ils étaient terrifiés. Les tempêtes déchiraient les voiles, les maladies se propageaient vite. La nourriture manquait. La mort voyageait toujours avec eux. Pourtant, la promesse de richesse et pour certains de salut les poussait à continuer. Le mélange de désespoir et de vision rendait l'impossible possible. Ce qui me fascine, c'est la rapidité avec laquelle l'impensable est devenu normal. En une génération, des hommes qui craignaient de perdre de vue la Terre naviguaient déjà à des milliers de kilomètres, là où aucun Européen n'avait jamais mis le pied. Ce changement d'état d'esprit comptait autant que les découvertes elles-mêmes. C'était le même élan de pensée qui, plus tard, mena Bartholoméo Dias autour du cap des Tempêtes et Vasco de Gama jusqu'en Inde. Imagine maintenant une petite caravelle, ses voiles triangulaires gonflées par le vent, glissant plus loin le long de la côte africaine que tout autre navire avant elle. L'équipage murmure, inquiet, à propos de monstres. Et puis, rien ne se passe. Pas de bêtes, pas de flammes sur les vagues. Le soleil se couche, les étoiles apparaissent, et ils comprennent quelque chose d'immense. Le monde est plus grand qu'ils ne l'avaient imaginé, et il les attend. C'était l'aube d'une ère nouvelle. Une époque où le courage du Portugal surpassait sa taille, où la peur n'était plus qu'une ombre à traverser. Ces voyages ne redessinaient pas seulement des cartes, ils redessinaient l'imagination humaine. Et une fois libérée, cette imagination ne pouvait plus revenir en arrière. Car après tout, si tu peux vaincre tes peurs les plus profondes, quel horizon pourrait encore t'arrêter? Bartholomew Dias et le franchissement du cap des Tempêtes. Imagine-toi sur le pont d'un navire, l'horizon s'étendant à l'infini, sachant que la terre que tu cherches est à des milliers de kilomètres, au-delà de tempêtes et de peurs que tu n'arrives même pas à nommer. C'était Vasco de Gama, choisi par le roi du Portugal en l'an 1497 pour tenter ce qu'aucun Européen n'avait encore fait, rejoindre directement l'Inde par la mer. Le monde paraissait plus vaste que jamais, et de Gama allait le rétrécir grâce au courage, à la chance et à une volonté de faire. Le Portugal poursuivait ce rêve depuis des décennies. Le prince Henri le navigateur avait posé les bases, Bartholomew Dias avait déjà contourné le cap des Tempêtes, prouvant que l'Atlantique rejoignait l'océan Indien. Mais le vrai trésor restait, le commerce des épices. Richesse, prestige et foi se mêlaient dans cette mission. La flotte quitta Lisbonne en juillet 1497, 4 navires fendillant les vagues. La première étape, le long de la côte ouest africaine, était connue mais dangereuse. L'équipage affronta tempêtes, maladies et même des débuts de mutinerie. Plus ils descendaient vers le sud, plus le monde connu disparaissait. La faim les rongeait, la peur grandissait. Au cap de Bonne-Espérance, ce repère redouté par Dias, des tempêtes violentes faillirent les engloutir. Certaines nuits, de Gama dut se demander si la mer les laisserait repartir. Au-delà du cap, ils entrèrent dans l'océan Indien, royaume des vents et des courants. La navigation reposait alors sur l'instinct et la confiance dans les étoiles. Les marins chuchotaient encore sur des monstres et des malédictions, mais de Gama avançait. Ils atteignirent la côte de l'Afrique, Mozambique, Malindi, où ils réparèrent, commercèrent et trouvèrent l'aide précieuse de pilotes locaux. Puis vint la longue traversée de l'océan, jusqu'à ce que la côte brillante de Calicut apparaisse enfin. L'Inde était là. L'arrivée mêlait émerveillement et tension. Les marchands locaux regardaient ces étrangers avec méfiance. Les négociations étaient difficiles, mais de Gama réussit à obtenir des épices et à prouver que la route maritime existait vraiment. Pour l'Europe, tout changeait. Les Portugais venaient de contourner les anciennes routes terrestres, affaiblissant le contrôle arabe et ottoman, et d'ouvrir une autoroute directe vers les richesses de l'Orient. Le retour fut tout aussi brutal. Tempête, pénurie, peur. Mais quand de Gama revint à Lisbonne, la foule acclama. L'impossible avait été accompli. Le Portugal détenait désormais la clé du commerce mondial, une voie qui allait dominer pendant des décennies. Même si de Gama fit d'autres voyages plus tard, marqués par des batailles, des intrigues et des maladies, ce premier fut son joyau. Le passage de Dia, autour du cap des Tempêtes, avait été la marche. Le triomphe de Gama fut le saut. De Goa aux futures colonies, tout remontait à cette traversée. C'était le début de la domination portugaise, le moment où les océans devinrent des routes pour les empires, et où le monde sembla rétrécir.
L'expédition de Vasco de Gama n'était pas seulement de la navigation, c'était une vision réalisée. Il a affronté tempêtes, faim et doutes, mais il a quand même navigué, laissant une voie que d'autres allaient suivre pendant des siècles. Du cap des tempêtes au port de l'Inde, son voyage reste un témoignage de l'ambition humaine et de l'aube d'un âge global. Le Brésil, la colonie accidentelle devenue joyau de la couronne. Imagine tomber sur une terre si vaste, si verte, si vivante, qu'on dirait que la planète elle-même respire sous tes pieds. C'est exactement ce qui arriva aux Portugais en l'an 1500, quand la flotte de Pedro Álvares Cabral, partie à l'origine pour l'Inde, dévia de sa route et toucha la côte de ce qu'on allait plus tard appeler le Brésil. Personne n'avait prévu ça. Ce n'était pas l'or, ce n'était pas les épices, et sûrement pas un plan de la couronne. C'était un heureux hasard qui allait pourtant transformer le Portugal en puissance mondiale. Les premiers contacts avec les peuples autochtones furent hésitants, prudents, parfois comiques. Imagine les marins posant le pied sur le rivage, effrayés de tout ce qu'ils ne connaissaient pas, tandis que les habitants observaient ces étrangers à la peau pâle et aux barbes étranges avec autant de curiosité qu'eux. On échangea des cadeaux, on bredouilla des mots, et dans ce mélange de crainte et de fascination, le Portugal vit une opportunité. Ce qui n'était au départ qu'une revendication lointaine devint vite un point d'ancrage pour l'ambition. Le vrai trésor du Brésil ne se trouvait pas tout de suite dans ses terres. Il était dans ses forêts, ses rivières, et bientôt dans son sol capable de donner du sucre, la culture qui allait devenir la base de sa richesse. Les plantations de canne à sucre transformèrent la côte, attirant colons portugais, esclaves africains et un nouveau système social qui liait le destin du Brésil à l'appétit insatiable de l'Europe pour la douceur. Vers le milieu du XVIe siècle, le Brésil n'était plus une colonie accidentelle. C'était un joyau de la couronne, éclipsant parfois des possessions plus calculées. Sa géographie en faisait à la fois une bénédiction et un défi. Jungles denses, fleuves immenses, faune inconnue mettaient à l'épreuve chaque expédition. Rappelle-toi des grands navigateurs comme Bartolomeu Dias ou Vasco de Gama. Leurs exploits maritimes étaient risqués, mais le Brésil exigeait une autre endurance. Les explorations terrestres affrontaient non seulement les éléments, mais aussi la résistance des peuples autochtones, loin d'être passifs. Avec leur connaissance du terrain, ils devinrent à la fois alliés et obstacles, obligeant les Portugais à s'adapter d'une manière que peu de puissances européennes pouvaient anticiper. La religion joua aussi un grand rôle. Les missionnaires accompagnaient les colons, cherchant à convertir les populations locales. Ce ne fut pas toujours paisible. Conflits, chocs culturels, tensions marquèrent cette histoire. Mais les missionnaires posèrent aussi les bases d'écoles, d'églises et de villages qui relièrent culturellement le Brésil à l'Europe, même si la terre restait sauvage et immense, dépassant tout ce que le Portugal avait pu imaginer. L'or, les diamants et d'autres richesses vinrent plus tard, mais l'identité de la colonie était déjà en train de se forger. Le Brésil n'était pas qu'un avant-poste lointain. Il devint l'espace où le Portugal pouvait exercer une influence à grande échelle, nourrir son économie et projeter sa puissance de l'autre côté de l'Atlantique. Sa taille seule signifiait que, contrairement à d'autres colonies vulnérables, le Brésil avait la place pour grandir et s'adapter. Des réseaux commerciaux se développèrent. Les ports portugais reliaient le Brésil à Lisbonne, d'où les produits se diffusaient dans toute l'Europe. Sucre, bois, or, puis café devinrent les symboles de sa richesse et de son importance stratégique. Mais ce n'était pas seulement des marchandises. Le Brésil devint un terrain d'expérimentation pour l'Empire, un laboratoire de gouvernance, de défense et de coexistence entre populations diverses. Il s'inséra dans la chaîne reliant l'Atlantique à l'Afrique et à l'Europe, partie du même récit global commencé avec Vasco de Gama et la route des épices. Avec le temps, cette découverte accidentelle devint le centre des ambitions portugaises. Le Brésil influença la politique, la culture et l'identité d'une manière que personne n'avait prévue quand Cabral posa le pied sur son rivage. La colonie grandit, des villes émergèrent. Et au XVIIe siècle, le Brésil était fermement établi comme le joyau de l'empire maritime. Son histoire tissée de commerce, d'exploration et des drames complexes de la colonisation. Encore aujourd'hui, les traces de cette première rencontre sont partout, dans la langue, l'architecture, la culture. Ce qui avait commencé comme une erreur de navigation devint un moment décisif, rappelant que parfois, les plus grands chapitres de l'histoire commencent par un accident. Et comme on le verra plus tard, l'immensité du Brésil allait non seulement nourrir la grandeur du Portugal, mais aussi préparer la naissance d'une nouvelle nation et, à terme, la chute de son empire mondial. Le Brésil ne fut pas seulement découvert, il fut revendiqué, transformé et au fil des siècles élevé au rang de pièce maîtresse, liant à jamais son destin à l'esprit audacieux de l'Empire portugais. Missionnaires, marchands et la diffusion de la foi catholique. Imagine un port bondé à Goa, le soleil éclatant sur l'océan, des navires craquant sous le poids des épices, des soies et des métaux précieux. Parmi les marchands et les marins, il y a un autre type de voyageurs. Des missionnaires en robe simple, tenant des croix et des livres de prière, avançant avec détermination. Pour un étranger, ils semblent déplacés au milieu de cette agitation commerciale. Mais dans l'Empire portugais, la foi et le commerce étaient inséparables.
Chaque voyage transportait plus que des marchandises, il emportait aussi la promesse d'un nouvel ordre spirituel. Le premier empire du Portugal ne voulait pas seulement de l'argent. Il cherchait de l'influence, du respect et à laisser une empreinte morale dans le monde. Les missionnaires étaient l'avant-garde de cette ambition. Jésuites, franciscains et dominicains partaient convertir les populations locales en Afrique, en Inde et en Extrême-Orient. Leurs méthodes variaient, certains prêchaient et enseignaient, d'autres construisaient des églises devenues centres de vie communautaire. Ils ne diffusaient pas seulement une religion, ils tissaient la culture portugaise dans des terres étrangères, créant des ancrages à la fois spirituels et politiques. C'était un monde où marchands et missionnaires travaillaient souvent côte à côte. Le commerce et la foi se renforçaient mutuellement. Un marchand qui installait un comptoir avait besoin de relations sûres avec les locaux, un missionnaire pouvait négocier de la bonne volonté ou même arbitrer des conflits. En retour, les missionnaires obtenaient un accès à des communautés et à des ressources autrement fermées. Imagine un marché animé à Malacca, les épices changent de main, les langues se croisent et au milieu, une cloche d'église sonne, appelant à découvrir l'enseignement d'une foi étrangère. Les deux mondes étaient profondément liés. L'éducation jouait un rôle surprenant dans cette diffusion de la foi. Les missionnaires fondaient des écoles pour enseigner la lecture, l'écriture et la religion, souvent dans les langues locales. Ces écoles devinrent des foyers d'influence où les enfants apprenaient non seulement des prières mais aussi la manière de penser portugaise, des cartes et des récits de terres lointaines. Il ne s'agissait pas seulement de convertir des âmes, mais de former des générations qui comprenaient la culture et les valeurs de l'Empire. Certains élèves devinrent traducteurs, conseillers ou alliés des autorités portugaises, mélangeant commerce, administration et foi d'une manière qui renforçait le contrôle impérial. Mais les missionnaires rencontrèrent aussi des résistances. Les religions et traditions locales étaient profondément enracinées et les conversions rarement simples ou rapides. Dans certaines régions, les tentatives d'imposer des croyances étrangères provoquèrent tensions ou révoltes. Pourtant, même la résistance façonnait l'Empire, obligeant les Portugais à s'adapter. Ils apprirent à composer, à mélanger des rites et parfois à accepter la coexistence, preuve que la diffusion de la foi n'était jamais une conquête simple, mais une négociation complexe et continue. L'attention du Portugal à la religion ne se limitait pas à l'Asie. Au Brésil, les missionnaires voyageaient aux côtés des colons, influençant les communautés indigènes et soutenant l'administration coloniale. Ils baptisaient les enfants, enseignaient l'agriculture et l'artisanat européen, et servaient souvent d'intermédiaires entre colons et peuples locaux. Cette influence mêlée assura que la culture portugaise, langue, foi et coutumes prennent racine loin de l'Europe. On voit que les mêmes schémas appliqués à Goa ou Malacca se répétaient à des milliers de kilomètres, en Amérique du Sud. Le succès de l'Empire dans la diffusion de la foi catholique dépendait aussi de visionnaires comme le prince Henri le Navigateur et Vasco de Gama, dont les voyages avaient ouvert des routes au commerce comme à la conversion. Souviens-toi comment le commerce des épices créait richesse et influence. Cette richesse finançait des missions, construisait des églises et soutenait les prêtres qui voyageaient à l'autre bout du monde. La foi et la fortune n'étaient pas seulement compagnes, elles étaient alliées pour donner au Portugal une portée mondiale. Même dans des lieux comme Macao, le mélange du commerce et des missions laissa une marque durable. Les églises et les écoles devinrent des centres d'échange culturels, où science, religion et philosophie européenne se mêlaient aux traditions locales. Les Portugais ne dominaient pas seulement les routes commerciales, ils créaient des réseaux de savoir et de croyances qui survécurent bien après le déclin de leur pouvoir politique. En fin de compte, missionnaires, marchands et foi catholique étaient des fils tissés dans la même tapisserie. Chacun renforçait l'autre, façonnant non seulement des terres et des mers, mais aussi des esprits et des cœurs. L'Empire portugais prospéra parce qu'il comprit que le contrôle ne reposait pas seulement sur des canons ou des forteresses, mais sur des idées, sur la loyauté et sur un héritage qui dépasserait navires et or. La foi voyageait avec le commerce, l'ambition avec la piété, et ensemble elles forgèrent une présence portugaise qui s'étendit sur des continents, laissant des marques encore visibles aujourd'hui dans la langue, l'architecture et la culture. C'était une stratégie mêlant conviction et pragmatisme, transformant la dévotion en influence et la dévotion en empire. Les derniers bastions, Mozambique, Angola et la chute de Goa. Au début des 2000, l'Empire portugais s'était réduit à quelques postes tenaces, vestiges d'une époque où ses navires dominaient 3 océans. L'âge d'or des découvertes était loin, et pourtant au Mozambique, en Angola et à Goa, le Portugal s'accrochait au pouvoir avec une obstination presque héroïque. Ces derniers bastions n'étaient pas que des colonies, c'étaient des symboles d'un héritage qui avait survécu à des siècles de rivalité, de guerre et de révolution. Le Mozambique, long ruban sur la côte sud-est de l'Afrique, avait été un maillon vital du commerce portugais dans l'océan Indien. Ces ports reliaient Lisbonne à l'Inde et au-delà, apportant épices, ivoire et esclaves. À la fin des 1900, le Mozambique n'était plus seulement un hub commercial, c'était un terrain d'influence surveillé par Britanniques et Allemands. Le Portugal fortifia ses villes, construisit des chemins de fer vers l'intérieur et tenta de moderniser l'administration. Mais le contrôle restait fragile. Les résistances locales ne cessaient jamais, et Lisbonne, si lointaine, peinait à imposer son autorité. Malgré tout, le Mozambique tint bon, preuve de la volonté du Portugal de rester dans le jeu, même après le déclin de sa grandeur.
l'Angola offrait une histoire proche. Ses terres fertiles et ses ressources minières attiraient depuis longtemps l'intérêt portugais. Au XXe, elle devint le joyau des possessions africaines. Luanda et Benguela étaient des centres coloniaux clés. Mais les défis ne faiblissaient pas. Soulèvement autochtone, pression d'autres puissances et la difficulté logistique de gouverner un territoire immense. Colons, soldats et administrateurs vivaient en équilibre instable, exploitaient les ressources tout en contenant la résistance. La survie de l'Angola comme colonie n'allait jamais de soi. Elle se gagnait au jour le jour par stratégie, entêtement et pure volonté. Et puis il y avait Goa, le joyau de l'Orient, autrefois porte d'entrée vers l'Inde. Pendant des siècles, Goa avait été un centre vivant de commerce, de religion et de culture, un témoignage de l'ambition portugaise. Mais au milieu des Vincent, sa position devint intenable. Avec l'Inde devenue indépendante après 1947, Goa, isolée et encerclée, ne pouvait plus rester sous une puissance européenne lointaine. Malgré les forteresses et des décennies d'administration, le contrôle portugais était de plus en plus symbolique. En 1961, l'armée indienne intervint et intégra Goa au nouveau pays, mettant fin à plus de 4 siècles de domination portugaise. Dans leur dernière décennie, ces bastions mêlaient nostalgie, résistance et adaptation. Au Mozambique et en Angola, le Portugal tenta de moderniser infrastructures, écoles et gouvernance, projetant l'image d'une tutelle bienveillante. Mais ces efforts masquaient souvent des réalités dures, travail forcé, liberté politique limitée, exploitation économique. À Goa, la fusion culturelle restait visible, églises, temples, marchés, mais le pouvoir politique qui semblait autrefois inébranlable glissait rapidement. Ce qui relie ces 3 territoires, c'est une histoire d'acharnement face à des forces plus grandes. Le Portugal, pays qui avait jadis façonné le commerce et l'exploration mondiaux, se battait pour garder un pied dans un monde qui avait changé. Chaque fort, chaque voie ferrée, chaque décret était une lutte contre le temps, la géographie et les nationalismes qui montaient. L'empire, autrefois continental, n'était plus qu'un ensemble de poches d'influence, chacune gardant la mémoire d'une ambition, d'un courage et d'une audace qui avaient défini des siècles d'histoire portugaise. Et pourtant, leur chute dit aussi quelque chose de l'héritage portugais. Même après les indépendances du Mozambique et de l'Angola en 1975 et l'intégration de Goa à l'Inde, l'empreinte de siècles de langue, de culture, d'architecture et de réseaux commerciaux est restée. Rues, bâtiments et pratiques culturelles racontent encore l'époque où la portée du Portugal dépassait largement l'Europe, reliant des continents par l'ambition, l'exploration et le désir humain de laisser une trace. Au final, Mozambique, Angola et Goa n'étaient pas seulement les dernières colonies, c'étaient les chapitres de clôture d'une histoire commencée avec des navigateurs s'élançant vers l'inconnu, des forts dressés sur des côtes lointaines, et un petit royaume osant devenir une puissance mondiale. Leur chute marqua la fin d'une ère, mais l'héritage de courage, de stratégie et de vision continue de se propager, rappelant que même les plus petits pays peuvent laisser une empreinte immense sur le monde. La révolution des œillets est le dernier repli du Portugal. Avril 1974 arriva d'abord comme un murmure, puis comme un rugissement. Le Portugal, alourdi depuis des décennies par une dictature, des guerres coloniales et une économie à bout de souffle, atteignit enfin son point de rupture. À Lisbonne, des soldats organisèrent discrètement un soulèvement, leurs armes cachées sous leurs manteaux, leurs regards déterminés. Et pourtant, au lieu de coups de feu et de chaos, il se passa quelque chose d'extraordinaire. Des œillets apparurent au bout des fusils, offerts par les civils. Une rébellion pacifique, une révolution enveloppée de fleurs, un pays osant reprendre son avenir en main. Pendant des siècles, le Portugal avait gardé son empire avec une fierté obstinée. Des ports animés de Goa et de Macao, jusqu'aux immenses jungles d'Angola et du Mozambique, ces colonies étaient vues comme des symboles de prestige national. Un rappel des jours glorieux de Bartolomeu Dias, Vasco de Gama et des explorateurs qui avaient étendu le Portugal aux 4 coins du monde. Mais au XXe siècle, le coût de ces territoires devint insoutenable. Les guerres en Afrique vidaient les caisses, le moral s'effondrait, et la pression internationale augmentait. L'empire, autrefois célébré, devenait un fardeau. La révolution fut rapide et presque irréelle. Les citoyens envahirent les rues, les soldats refusèrent de tirer, et le régime autoritaire s'écroula en quelques jours. Le Portugal avait choisi la démocratie, mais une question restait, qu'adviendrait-il de l'empire? La réponse vint peu à peu, douloureuse mais inévitable. Les colonies prirent le chemin de l'indépendance. Angola, Mozambique, Guinée-Bissau. Des territoires contrôlés pendant des siècles par Lisbonne accédaient à l'autodétermination. L'empire qui avait relié l'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud se défaisait sous les yeux de tous. Ce retrait n'était pas seulement politique, il touchait profondément l'identité nationale. Pendant des générations, le Portugal s'était défini par son empire. Des familles vivaient sur plusieurs continents, les richesses et les cultures circulaient, et l'idée même d'être portugais était liée à une présence mondiale. Abandonner cet héritage, c'était affronter des siècles d'histoire, de triomphes et d'erreurs. Goa, Macao, Angola, tous devinrent des souvenirs lointains, à la fois fierté et perte.
Et pourtant, la révolution des œillets apporta aussi l'espoir. Le Portugal n'était plus prisonnier d'un empire en déclin, ni de guerres interminables. Il pouvait se reconstruire, se redéfinir et se tourner vers la démocratie, l'éducation et la prospérité. La révolution montra qu'un repli ne signifie pas toujours une défaite, parfois c'est un pas nécessaire pour survivre et se renouveler. Pendant des siècles, l'Empire avait porté culture, langue et influence aux quatre coins du globe. Même après les indépendances, ces héritages perduraient. Mais ce repli obligea aussi le Portugal à regarder son passé en face. Des audacieux voyages de Diaz et de Gama aux échanges complexes de Macao, de l'Inde ou du Brésil, l'Empire avait été un mélange de courage, d'ambition, d'exploitation et d'adaptation. Dans les années 70, ces leçons n'étaient plus de l'histoire lointaine. Elles étaient actuelles, façonnant l'identité et les choix du pays. Le processus ne fut pas sans douleur. Les luttes pour l'indépendance furent parfois violentes, les négociations tendues et les conséquences économiques lourdes. Mais au Portugal, l'attention se tourna vers l'intérieur. Construire une société plutôt que défendre des territoires. Les œillets simples, résistants et beaux devinrent le symbole de ce nouveau chemin, changement pacifique, courage collectif, volonté d'affronter l'inconnu. À la fin de la décennie, le Portugal avait terminé son dernier repli. Mozambique, Angola et les autres possessions d'outre-mer n'étaient plus sous sa tutelle. L'Empire, autrefois fier de ses explorateurs, de ses forteresses et de sa portée mondiale, n'existait plus que dans la mémoire, la culture et la langue. Mais l'histoire ne s'acheva pas sur une perte. La révolution des œillets devint un moment fondateur de renouveau, prouvant qu'une nation peut parfois grandir en lâchant prise. L'héritage de l'Empire portugais reste visible éparpillé à travers les continents, dans les villes, les langues, les routes commerciales et l'histoire partagée de tant de peuples. La Révolution marqua le dernier chapitre, celui où le Portugal tourna le dos à la conquête pour embrasser la démocratie et la paix. Et dans cette transformation silencieuse mais puissante, l'esprit du pays survécut, plus fort pour avoir su renoncer, prêt à écrire une nouvelle histoire au-delà des mers. Henri le Navigateur et la naissance de l'exploration. Imaginez-vous au bord de l'Europe au début du XIIe siècle, face à un océan si vaste qu'il engloutissait rêves et navires. Le Portugal n'était pas toujours un empire mondial, ce n'était qu'un petit royaume coincé entre l'Espagne et l'Atlantique, cherchant sa place dans un monde dominé par de plus grandes puissances. Ses débuts étaient modestes, faits de luttes pour survivre et pour exister. Mais ces luttes ont semé les graines de quelque chose de plus grand. À cette époque, le Portugal ressemblait à un jeune arbre fragile dans une terre rocailleuse. Le comte Afonso Henrique, plus tard connu comme le roi Afonso Ier, avait une vision, bâtir un royaume à partir de terres disputées, un lieu capable de se tenir seul. Il mena des batailles contre les Maures et contre des royaumes chrétiens voisins, jonglant avec des alliances changeantes et des menaces constantes. Chaque victoire n'était pas seulement un gain de territoire, c'était la preuve qu'un petit royaume pouvait tenir tête au destin. Mais survivre n'était pas suffisant. Les dirigeants du Portugal comprirent que rester petit sur terre signifiait regarder vers la mer. L'Atlantique, autrefois craint comme une barrière, devint une invitation. Des villes côtières comme Porto, Lisbonne et Coimbra se transformèrent en centres de commerce et de navigation. Les pêcheurs, qui autrefois craignaient les profondeurs, commencèrent à tracer leur propre route, apprenant vent et marée. Ces débuts forgèrent une culture qui allait bientôt faire de l'exploration une identité. La géographie du Portugal était un atout discret. À la croisée de l'Europe et de l'Afrique, avec accès facile à l'Atlantique et à la Méditerranée, les idées, les biens et les technologies circulaient plus vite dans ses ports que chez ses voisins. La navigation, la construction navale et le commerce progressèrent, préparant le terrain pour l'expansion sous l'enfant Henri le Navigateur. Les souverains portugais étaient pragmatiques mais ambitieux. Les conquêtes militaires ne suffisaient pas à faire du pays une puissance. Ils encouragèrent le commerce le long des côtes africaines, créèrent des alliances et découvrirent de nouvelles cultures. Les premiers voyages n'étaient pas de grandes expéditions mais des essais, des trajets pour apprendre, tester les navires, cartographier les rivages. Ces pas construisirent confiance, savoir et réseau, l'infrastructure invisible d'un futur empire. La religion avait aussi son importance. Le Portugal se voyait comme un défenseur du christianisme, repoussant les pouvoirs musulmans et diffusant la foi. Les églises et monastères devinrent des centres de savoir et d'archives. Les moines conservaient des cartes, notaient des voyages, étudiaient les étoiles, nourrissant la curiosité pour le monde. Foi, instinct de survie et ambition devinrent les marques de la montée du Portugal. À la fin du XIVe siècle, le Portugal était assez stable pour regarder au-delà des menaces. Des fortifications protégeaient ses côtes, et la science de la navigation progressait. Sa petite taille imposait l'innovation plutôt que la domination, donnant naissance à la créativité, à l'audace et à l'adaptabilité. Ces traits définiraient les explorateurs, de Bartolomeo Dias contournant le cap des tempêtes jusqu'à Vasco de Gama atteignant l'Inde. La portée mondiale de l'Empire avait ses racines dans ses premiers pas prudents. La croissance ne fut pas linéaire. Rivalités, disputes et difficultés économiques mirent le royaume à l'épreuve. Chaque obstacle obligea à innover. Nouveaux navires, nouveaux instruments, nouvelles stratégies. Au XVe siècle, Henri hérita de ports, de savoirs et d'une culture maritime prête à se lancer dans l'inconnu.
L'aube du Portugal est l'histoire d'une vision née de la nécessité. Un petit royaume qui refusa les limites, regarda l'océan et vit une promesse au lieu d'un danger. La survie devint curiosité, puis stratégie. L'Atlantique, autrefois une barrière, devint un pont. Les premiers rois portugais avaient posé les fondations d'explorateurs, de marchands et de missionnaires qui allaient créer un empire mondial. Le voyage épique de Vasco de Gama vers l'Inde. Imagine ça, des navires en bois luttant contre des vents imprévisibles, des équipages à moitié affamés mais qui avancent quand même sur des mers qu'aucun Européen n'avait encore traversées. Au centre, Vasco de Gama, choisi par le Portugal en l'an 1497 pour tenter l'impossible, rejoindre directement l'Inde par la mer. Échouer signifiait non seulement mourir, mais disparaître dans l'océan sans laisser de traces. À cette époque, le Portugal était un petit royaume entouré de puissances plus grandes comme l'Espagne et les Ottomans. Grâce au prince Henri le Navigateur et à des explorateurs comme Bartolomeu Dias, qui avaient contourné le cap des tempêtes, le Portugal était déjà audacieux. Mais un rêve restait, atteindre l'Inde par la mer. Pas par les intermédiaires, pas à travers les déserts, mais directement de Lisbonne jusqu'au pays des épices et des richesses inimaginables. Ce n'était pas seulement une question d'or. Le poivre et la cannelle valaient plus que l'or. C'était une question de survie, briser le monopole des marchands arabes et vénitiens. Alors, Vasco de Gama, fils d'un chevalier mais encore inconnu, reçut cette mission. Le voyage commença en juillet 1497. 4 navires partirent avec marins, soldats et interprètes. D'abord, ils longèrent la côte africaine, mais de Gama s'avança plus loin. La mer était déchaînée. Les hommes s'affaiblissaient à cause du scorbut. Certains suppliaient de rentrer, mais lui les poussa à continuer. Un détail souvent oublié. Le succès dépendait de la navigation et du bon moment. Sur la côte et de l'Afrique, de Gama affronta les marchands arabes à Mozambique et à Mombasa. Mais à Malindi, il trouva une aide cruciale. Un navigateur indien qui les guida à travers l'océan Indien en utilisant les vents de mousson. Sans lui, Vasco de Gama n'aurait peut-être jamais atteint l'Inde. En mai 1498, après presque un an en mer, ils arrivèrent à Calicut. Imagine les marins portugais entrant dans un monde de couleurs, d'épices et de temples. Mais les habitants ne furent pas impressionnés. Liés aux marchands arabes, ils se moquèrent des cadeaux de Gama, des objets européens sans grande valeur. Pourtant, il avait accompli ce qu'aucun Européen n'avait fait, trouver la route maritime vers l'Inde. Le retour fut brutal. Des tempêtes détruisirent des navires, des maladies tuèrent des équipages, beaucoup ne revirent jamais le Portugal. Mais quand les survivants rentrèrent péniblement à Lisbonne en septembre 1499, la ville explosa de joie. Ce voyage changea tout. Le Portugal détenait désormais la clé du commerce des épices. Bientôt, des forteresses s'élèveraient à Goa et à Malacca. Mais tout commença ici, un pari devenu tournant historique. De Gama reviendrait plus tard, avec beaucoup plus de violence. Mais ce premier voyage révéla l'audace d'un petit royaume osant défier le monde. Rappelle-toi Bartolomeu Dias contournant le cap. C'était la porte qui grinçait en s'ouvrant. Non, le voyage de Vasco de Gama, c'était le pas à travers, vers un monde qui allait façonner des siècles de commerce, de conflits et d'empires. Et ces épices, ce n'était pas juste de la richesse, elles portaient à la fois les graines de la gloire et de la destruction, se répandant à travers les continents. Le commerce des épices, quand l'or, la foi et la gloire se croisent. Imagine-toi sur un quai animé à Lisbonne au début des 1600. L'air est lourd de sel, de goudron et surtout de quelque chose de bien plus enivrant. La cannelle, les clous de girofle, la noix de muscade. Des navires venus d'Inde, de Malacca et des Moluques déchargent des trésors qui valaient autrefois plus que l'or. Ce n'était pas juste du commerce, c'était une obsession, un pari et une guerre à travers les océans pour des épices capables de transformer un repas en magie. Bien avant que ces quais débordent, le commerce des épices était un rêve chuchoté dans les cours royales. La route ouverte par Vasco de Gama vers l'Inde n'était pas seulement un chemin, c'était une autoroute vers la richesse. Les Européens désiraient ces saveurs depuis des siècles. Le poivre rendait les ragoûts luxueux, la cannelle conservait la nourriture et les clous de girofle masquaient la viande avariée dans un monde sans réfrigération. Chaque pincée portait du pouvoir. L'avantage du Portugal était clair, il contrôlait les routes maritimes. Venise et Gênes dépendaient de caravanes coûteuses traversant le Moyen-Orient, contrôlées par les empires musulmans. Le Portugal supprima les intermédiaires. Ils construisirent des forts le long de l'Afrique, maîtrisèrent la navigation et utilisèrent des alliances ou la force. Chaque forteresse était un bureau de douane pour les épices et une déclaration. Le Portugal régnait sur les mers, mais il n'y avait pas que l'argent. La religion comptait. Les explorateurs portugais se voyaient comme des porteurs du christianisme avec leur commerce. Des missionnaires embarquaient avec les marchands, fondant des églises à Goa, Malacca et Macao. Les épices et la foi s'alimentaient mutuellement. Les marchands avaient besoin de ports sûrs, les missionnaires calmaient les résistances, et les deux revendiquaient la victoire. La gloire était le troisième pilier. Le Portugal était petit en Europe, mais puissant en mer. Chaque voyage amplifiait sa réputation. Le retour de Vasco de Gama fut plus qu'un succès financier. Il prouva que le Portugal pouvait plier le globe à son ambition.
Le monde devint une scène, avec le Portugal dans le rôle principal. La concurrence était féroce. Les Ottomans, les Arabes et plus tard les Hollandais voulaient leur part. Des batailles éclataient sur terre et sur mer, des fortunes montaient et s'effondraient à chaque tempête ou embuscade. Le Portugal apprit à mélanger diplomatie et coups de canon, protégeant son commerce à la fois par le charme et la force. Chaque victoire renforçait la conviction que la vraie puissance des empires se construisait sur la mer. Les épices transformèrent l'Europe. La demande remodela les marchés, stimula les innovations navales et changea les hiérarchies sociales. Les marchands gagnèrent du pouvoir, les rois de la richesse, et les gens ordinaires goûtèrent à des saveurs autrefois réservées aux rois. Lisbonne devint une ville vibrante, rythmée par les échos de terres lointaines, où l'or, la foi et la gloire se mêlaient en une force enivrante. Cette obsession ouvrit la voie aux aventures portugaises au Brésil, à Macao et en Afrique. Les réseaux et l'audace bâtie ici se répandirent, influençant chaque voyage, colonie et affrontement. Cela prouva qu'un petit royaume pouvait laisser une marque mondiale s'il osait naviguer plus loin, se battre plus fort et rêver plus grand. Au final, le commerce des épices n'était pas qu'un échange, c'était le cœur battant d'un empire. L'or achetait la loyauté, la foi justifiait la conquête, et la gloire transformait un royaume en légende. L'obsession du Portugal pour ses petits trésors changea l'histoire, prouvant que l'ambition, mêlée au courage et à la ruse, pouvait faire d'une petite nation une puissance mondiale. Construire des forteresses, comment le Portugal contrôlait les mers. Imaginez une chaîne d'îles, de rochers et de côtes lointaines qui s'étirent à travers le monde. Chacune pouvait être un champ de bataille, un comptoir commercial ou un repère de pirates. Et le Portugal voulait les contrôler toutes. Au XVe et XVIe siècle, le Portugal n'envoyait pas seulement des navires explorer, il bâtissait un empire sur l'eau, ancré par des forteresses qui transformaient les océans vastes et imprévisibles en autoroutes de commerce et de pouvoir. Tout commença par nécessité. Des explorateurs comme Bartolomeu Dias et Vasco de Gama avaient repoussé les limites du monde connu, ouvrant des routes vers l'Afrique, l'Inde et finalement les îles aux épices. Mais les découvertes seules ne garantissaient pas la richesse. Les navires chargés d'épices précieuses, d'or et d'autres marchandises étaient vulnérables. Pirates, nations rivales et populations locales hostiles pouvaient frapper à tout moment. Le Portugal comprit que pour dominer les mers, il lui fallait des postes permanents, des forteresses capables de protéger les navires, stocker des vivres et affirmer son autorité sur des points stratégiques. Ces forteresses n'étaient pas seulement des murs et des canons. Elles étaient le cœur de l'Empire, mêlant fonctions militaires, économiques et culturelles. Prenez Elmina, sur la côte de l'Or. Construite pour sécuriser l'or et l'ivoire, ce n'était pas juste une base défensive. C'était l'endroit où les marchands portugais négociaient avec les chefs locaux, percevaient des taxes et organisaient des expéditions. Chaque forteresse était un nœud dans un vaste réseau, maintenant le commerce sous contrôle portugais. Leur architecture était à la fois pratique et symbolique. De hauts murs de pierre, des tours, des positions sur des falaises ou à l'embouchure des fleuves les rendaient redoutables. Elles pouvaient repousser des attaques venues de la terre ou de la mer et dominer le territoire alentour. À l'intérieur, ça vivait. Marchands, soldats, prêtres et parfois familles. Le Portugal ne voulait pas seulement naviguer sur les mers, il voulait s'y installer, transformant les routes océaniques en prolongement du royaume. Une seule forteresse pouvait projeter la puissance bien au-delà de la petite population du Portugal. D'Ormuz dans le golfe Persique à Malacca sur la péninsule malaise, ces bastions contrôlaient des ports, imposaient des monopoles et dissuadaient des rivaux comme les Ottomans, les Arabes, puis les Hollandais. Elles ne protégeaient pas seulement les navires, elles contrôlaient le flux des marchandises, veillant à ce que les épices, les soies et autres trésors passent par les mains portugaises. L'Empire devint une chaîne de points forts s'étendant de l'Afrique à l'Asie du Sud-Est. Ces forteresses sauvaient aussi des vies. Après des mois en mer, les équipages avaient besoin d'eau, de nourriture et de réparation. Ces postes servaient de stations de ravitaillement, réduisant les risques de scorbut et de naufrage. Les capitaines comprirent vite que la navigation seule ne suffisait pas. Il fallait endurance et planification. Savoir qu'un fort attendait, c'était comme avoir une petite maison dans des eaux étrangères. La foi voyageait avec les forts. Des missionnaires accompagnaient les garnisons, répandant le christianisme et fondant des écoles et chapelles. À Goa, par exemple, la forteresse devint une ville, un centre culturel, la perle de l'Orient. Ces sites n'étaient pas isolés. Ils devinrent des foyers vivants de l'Empire, mêlant société locale et réseau portugais. Les rivalités mirent ces forteresses à l'épreuve. Les Hollandais, les Anglais et les puissances locales contestèrent sans cesse la domination portugaise, lançant des attaques ou cherchant à les contourner. Mais la stratégie portugaise, placer ses forts aux bons endroits et les renforcer, garda le réseau solide pendant des décennies. Chaque fort était comme un domino d'un système plus grand. Même si l'un tombait, les autres tenaient la ligne, protégeant commerce et influence sur des milliers de kilomètres. Au sommet de l'Empire, la combinaison de la navigation, des explorateurs audacieux et des postes fortifiés fit du Portugal une véritable superpuissance maritime. Ces forts n'étaient pas que de la pierre et du mortier. Ils étaient le symbole d'une stratégie et de la vision que contrôler les mers exigeait plus que des navires. Il fallait de la permanence, une présence et un plan. En regardant en arrière,
on voit clairement que ces forteresses furent l'épine dorsale de l'Empire. Elles rendaient les océans praticables, le commerce prévisible et le pouvoir imposable. Sans elles, les voyages vers l'Inde, l'Asie du Sud-Est et le Brésil seraient restés de simples aventures au lieu de devenir les fondations d'un réseau mondial. Le Portugal avait appris que dominer les mers ne reposait pas seulement sur les exploits individuels, mais sur un maillage de forts capable de transformer l'ambition en contrôle durable. Et ainsi, pierre après pierre, port après port, le Portugal sculpta son empire à travers les océans, prouvant qu'à l'âge des découvertes, une forteresse n'était pas juste un bâtiment, c'était la clé du monde. Goa, la perle de l'Orient. Imaginez une ville où chaque rue embaume les épices, où chaque coucher de soleil colore le ciel comme une toile, où chaque pierre raconte des histoires de terres lointaines. Voilà Goa, mais il y a des siècles, ce n'était pas le paradis qu'on imagine aujourd'hui. C'était un prix, un champ de bataille, une petite bande de terre qui allait devenir le joyau de l'Empire portugais en Orient. Et le chemin pour y parvenir n'était pas simple, il fut tissé d'ambition, d'audace et même d'un brin d'obsession. Imaginez l'an 1501, les navires portugais contournaient déjà l'Afrique, ouvrant de nouvelles routes et brisant la peur de l'inconnu. Le voyage de Vasco de Gama vers l'Inde avait prouvé que l'océan pouvait être une autoroute vers la richesse. Mais atteindre Goa, une petite ville côtière parfaitement située, relevée de plus que de l'or, il s'agissait de contrôler le commerce, surtout celui des épices dont l'Europe raffolait. Poivre, clous de girofle, cannelle, rien qu'y penser faisait frémir rois et marchands. Et le Portugal, petit mais déterminé, voulait s'en emparer avant tout le monde. Afonso de l'Albuquerque, l'homme chargé de la conquête, n'était pas un soldat ordinaire. Il avait une vision. Là où d'autres voyaient des villages, il voyait des forteresses. Là où d'autres voyaient sable et cocotiers, il voyait une porte d'entrée vers la domination de l'océan Indien. Son plan était simple, mais audacieux. Saisir les ports clés, bâtir des bastions et empêcher quiconque de rivaliser avec les Portugais. Goa devint le joyau de l'Empire non par hasard, mais grâce à une stratégie, de la détermination et la volonté d'aller au-delà de la peur. La prise de Goa en 1517 n'était pas juste une bataille, c'était un tournant. Les forces d'Albuquerque, moins nombreuses mais précises et implacables, capturèrent la ville comme un coup d'échec, coupant les résistances et sécurisant une base qui allait ancrer le Portugal en Orient pendant des siècles. Une fois installés, les Portugais ne bâtirent pas seulement des forts, ils bâtirent une vision. Des églises s'élevèrent aux côtés des marchés, mélangeant l'architecture européenne et les traditions indiennes. Les rues résonnaient des voix de marchands venus de toute l'Asie, et l'odeur des épices se mêlait au sel de la mer. Mais Goa n'était pas qu'un trésor commercial. C'était un laboratoire culturel, un pont entre les mondes. Les missionnaires suivaient les soldats, répandant la foi catholique, traduisant des textes, et parfois entrant en conflit avec les croyances locales. La ville devint un terrain d'expérience de l'influence portugaise, langue, lois et religion se superposant à des traditions indiennes anciennes. C'était complexe, parfois chaotique, mais fascinant. Ce mélange unique donna à Goa une identité qu'aucune autre ville ne pouvait imiter, un héritage encore visible aujourd'hui. Ce qui rendait Goa extraordinaire, ce n'était pas seulement ce que le Portugal y apportait, mais ce qu'elle devint avec le temps. Des forts comme Aguada et Reis Magos transformèrent la côte en une ligne quasi imprenable. Les marchés prospéraient grâce à un commerce qui reliait le Japon à l'Afrique, intégrant Goa dans le vaste réseau impérial. Les navires débarquaient soie, argent, épices et récits, ajoutant à chaque fois une nouvelle couche à l'importance de la ville. Goa n'était pas juste une cité, c'était un cœur battant qui rendait l'empire tangible, vivant et puissant. Bien sûr, ce joyau attira les convoitises. Arabes, Ottomans et plus tard Hollandais surveillaient, prêts à s'en emparer. Les Portugais durent sans cesse s'adapter, renforcer leur défense, bâtir des alliances et parfois livrer des combats sanglants pour conserver la ville. Cette tension constante donna à Goa son caractère, un lieu capable de résister aux assauts tout en continuant de prospérer, preuve de la résilience portugaise. Se promener aujourd'hui dans Goa, c'est difficile d'imaginer les risques qui l'ont façonné. Ces rues pavées, ces marchés vibrants et ces églises vieilles de plusieurs siècles témoignent de l'ambition et de la stratégie qui s'étendait jadis à travers les continents. Chaque brise parfumée aux épices porte encore l'écho des navires, des explorateurs et d'un petit royaume européen décidé à dominer les flots. Goa fut plus qu'une ville, ce fut un symbole. Le symbole de ce que le Portugal pouvait accomplir quand la vision rencontrait le courage, quand la peur était laissée derrière et que l'ambition prenait la barre. De là, l'empire s'étendit jusqu'à Macao, au Brésil et au-delà. Et même si nous verrons plus tard comment l'empire s'est peu à peu effrité, à son âge d'or, Goa brillait vraiment comme la perle de l'Orient, rappelant ce qui peut naître quand on ose projeter ses rêves sur l'immensité des océans. Ce n'était pas seulement une conquête de terre, c'était le contrôle de l'imagination, du commerce et du cours même de l'histoire. Les rues de Goa racontent encore cette histoire, murmurant l'époque où un petit royaume osa changer le monde, voyage après voyage, forteresse après forteresse, cité après cité. L'essor de Macao, la porte de l'Europe vers la Chine. Ferme les yeux et imagine une petite presqu'île rocheuse au bord d'un immense delta, où l'air sent le sel, l'encens et les épices venues de terres lointaines.
c'est Macao, le lieu qui deviendra la première véritable fenêtre de l'Europe sur la Chine, une ville où deux mondes se sont rencontrés, entre magie et tension. Au début des 1500, ce n'était qu'un groupe de villages de pêcheurs, à l'ombre des montagnes et des fleuves mystérieux du sud de la Chine. Mais quelque chose d'extraordinaire allait tout changer. Le Portugal, gonflé par son succès, après avoir ouvert la route maritime vers l'Inde, avait des ambitions encore plus grandes. Il voulait la Chine, pas seulement ses biens, mais un pied-à-terre au cœur de l'empire le plus riche et le plus raffiné du monde. Les Portugais avaient déjà testé leur force à Malacca et à Goa, avec des forts et des comptoirs commerciaux. Mais la Chine représentait un défi d'un autre niveau. La dynastie Ming était puissante, méfiante et fière. Aucun Européen n'y avait jamais vraiment établi de base. Et pourtant, en l'an 1557, un petit groupe de marchands et de fonctionnaires portugais arriva à Macao et négocia son installation sur ce bout de terre stratégique. Les habitants ne furent pas immédiatement accueillants. Les autorités Ming se méfiaient des étrangers, surtout ceux qui apportaient des armes, des coutumes étranges et l'ambition d'imposer leur commerce. Les débuts furent tendus, faits de soupçons et de tractations. Mais les Portugais avaient une certaine habileté, ils proposaient une protection contre les pirates, leur savoir en navigation lointaine et l'accès à des marchandises venues de partout. Petit à petit, ils se taillèrent une enclave à Macao, fragile mais utile aux deux parties. Vers la fin des 1500, Macao avait changé de visage. Les ruelles pavées étroites étaient bordées de maisons blanchies à la chaux, d'églises et d'entrepôts remplis de soie, de porcelaine et d'épices. Les odeurs des produits exotiques se mêlaient à la cuisine locale, créant un mélange sensoriel que nulle ville européenne ne pouvait égaler. Marchands, missionnaires et marins, venus de toute l'Europe, passaient par là, faisant de Macao le cœur battant du commerce est-ouest. Les missionnaires jésuites en particulier y voyaient leur porte d'entrée pour diffuser la foi catholique en Chine. Ils apprenaient la langue et les coutumes avant d'aller plus loin, reliant Macao à une histoire plus large d'influence européenne en Asie. L'essor de la ville n'était pas seulement une question de commerce, c'était aussi une histoire d'adaptation et de tension. Les administrateurs portugais devaient respecter les lois locales tout en gardant leurs privilèges, équilibrant diplomatie et démonstration discrète de pouvoir. Ils payaient un loyer aux autorités locales, construisaient des fortifications et gardaient une flotte prête à défendre leur position. Macao devint un carrefour culturel. Les idées, cartes et technologies européennes circulaient dans un sens, l'art, la philosophie et les biens chinois dans l'autre. De là naquit une identité hybride, unique, où deux mondes cohabitaient sans jamais complètement se fondre. Avec le temps, l'importance stratégique de Macao grandit. Les Européens l'utilisèrent comme base pour atteindre les marchés du Japon et de l'Asie du Sud-Est, et son port devint essentiel pour l'arrivée de l'argent venu des Amériques, qui alimentait l'économie chinoise. La ville représentait en miniature les ambitions globales du Portugal, petite par sa taille, immense par son influence. Elle montrait comment l'Empire savait relier continent et culture, de l'Europe à l'Afrique, de l'Inde à la Chine, mais son succès annonçait aussi les luttes futures contre des rivaux comme les Hollandais ou les Anglais, des affrontements que l'on retrouvera plus tard à Ormuz ou à Malacca. La vie à Macao était colorée et imprévisible. Les fêtes mêlaient traditions chinoises et portugaises, les marchés débordés de marchandises, et les récits de terres lointaines se racontaient autour d'un verre de vin ou d'une tasse de thé. C'était un lieu où opportunité et danger vivaient côte à côte. Les pirates menaçaient les cargaisons, les changements politiques en Chine pouvaient bloquer le commerce, et même les Portugais connaissaient des conflits internes. Pourtant, malgré ces épreuves, Macao prospéra, devenant la passerelle qui reliait l'Europe au mystère de l'Orient. L'histoire de Macao rappelle que les empires ne reposent pas seulement sur la conquête, mais aussi sur l'adaptation, la négociation et la vision. Le succès portugais reposait sur cette capacité à comprendre le monde local tout en imposant sa présence. Et même si Macao semble loin des aventures de Vasco de Gama vers l'Inde, c'est en réalité le même récit. Un monde qui se tissait peu à peu grâce au courage, à l'ambition et au désir irrésistible de relier les océans. Macao devint plus qu'un comptoir commercial. Ce fut un symbole de possible, un lieu où l'Europe aperçut pour la première fois la grandeur de la Chine et où les cultures s'entrelacèrent d'une manière qui résonne encore aujourd'hui. Dans ses ruelles étroites et ses ports animés, l'histoire de l'Empire portugais se raconte, conquête après négociation, une avancée à la fois. Conflit avec les rivaux, ottomans, arabes et la menace hollandaise. Imagine naviguer sur l'océan Indien, ton navire rempli d'épices, d'or et de soie, pour découvrir que tu n'es pas le seul à convoiter ces richesses. Au XVIe siècle, le Portugal avait établi un vaste réseau de forts et de comptoirs commerciaux, mais contrôler les mers n'était pas aussi simple que de planter un drapeau. Des rivaux puissants, les Ottomans, les riches marchands arabes et plus tard les Hollandais, étaient décidés à défier la domination portugaise. Chaque voyage devenait un jeu à haut risque, où l'habileté, la stratégie et parfois la chance décidaient qui prospérait et qui était repoussé. Le premier grand défi vint des marchands arabes, qui dominaient le commerce de l'océan Indien depuis des siècles. Navigateurs expérimentés, familiers des vents de mousson, ils étaient liés aux souverains locaux des côtes d'Afrique de l'Est, d'Inde et de la péninsule arabique.
Quand les navires portugais arrivèrent, ils ne faisaient pas que concurrencer des biens, ils bouleversaient tout un système vieux de plusieurs siècles. Les flottes arabes résistèrent, parfois par des affrontements armés, mais plus souvent par des guerres commerciales, des alliances avec des pouvoirs locaux et des blocus dans des ports clés. Le Portugal comprit vite que la puissance militaire seule ne suffisait pas, la diplomatie, l'espionnage et l'implantation stratégique de forts étaient tout aussi essentielles. Puis vinrent les Ottomans, étendant leur empire vers la mer Rouge et le golfe Persique. Ils considéraient le contrôle portugais de ports stratégiques comme Ormuz comme une menace directe à leur influence et aux routes de pèlerinage vitales pour leur légitimité. Les flottes ottomanes défièrent la domination portugaise en mer, menant à une série de batailles navales intenses. Une erreur pouvait laisser une flotte bloquée ou une forteresse isolée, et les Portugais apprirent que contrôler des territoires éloignés exigeait vigilance constante et garnison bien approvisionnées. Ces affrontements n'étaient pas seulement une question de marchandises, c'étaient des combats pour le prestige, l'influence et le contrôle des routes maritimes reliant les continents. À la fin du XVIe siècle, un nouveau concurrent apparut, les Hollandais. Animés par le même désir de richesse et d'influence, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales apporta des tactiques agressives, des navires avancés et une faim insatiable de dominer le commerce des épices. Contrairement aux rivaux précédents, les Hollandais avaient les ressources et l'organisation pour affronter le Portugal sur plusieurs fronts à la fois. Ils s'emparèrent de points stratégiques dans l'océan Indien, capturèrent des forteresses clés et perturbèrent les réseaux commerciaux portugais. L'Empire, autrefois invincible, commença à ressentir la pression, forçant ses commandants à étirer des ressources limitées à travers des milliers de kilomètres d'océan. Ces rivalités créaient aussi un réseau complexe d'alliances locales. Les officiers portugais devaient souvent négocier avec des chefs locaux pour maintenir leur influence, parfois en prenant parti pour une faction contre une autre. À Malacca, par exemple, les Portugais affrontèrent la résistance combinée des sultans locaux et de leurs alliés ottomans. En Afrique, les marchands arabes utilisaient leurs liens avec des royaumes de l'intérieur pour contester l'effort portugais. Le succès n'était jamais garanti, et chaque victoire exigeait un équilibre délicat entre action militaire, diplomatie et clairvoyance stratégique. Malgré ces défis, le Portugal réussit à garder ses principales places fortes pendant des décennies. Ses forteresses, ses innovations navales et son expérience du commerce à longue distance lui donnèrent un avantage, du moins temporaire. Mais chaque affrontement épuisait les ressources, nécessitait des renforts constants et testait les limites de ce petit royaume. L'Empire qui paraissait sans limite devait désormais affronter des menaces persistantes pouvant surgir n'importe où le long des routes maritimes, de la mer Rouge à l'Asie du Sud-Est. Fait intéressant, ces rivalités stimulèrent aussi l'innovation. La conception des navires portugais s'améliora, les techniques de navigation devinrent plus sophistiquées et les tactiques militaires s'adaptèrent pour contrer les forces de chaque concurrent. Chaque confrontation, qu'il s'agisse d'une escarmouche avec des marchands arabes, d'une bataille navale contre les Ottomans ou d'un siège mené par les Hollandais, força le Portugal à évoluer. D'une certaine façon, ces menaces façonnèrent l'Empire autant que ses visionnaires. Rappelle-toi le prince Henri le Navigateur, ses premiers efforts pour pousser vers des eaux inconnues avaient posé les bases de la résistance portugaise face à ses pressions rivales, des siècles plus tard. Mais les coûts étaient énormes. Les combats constants épuisaient trésors et hommes, et certaines forteresses tombèrent d'après des attaques persistantes. L'Empire qui s'étendait autrefois sans effort sur 3 océans commença à ressentir la fatigue. Au XVIIe siècle, il devint clair que la domination portugaise n'était plus incontestée. Les Hollandais en particulier grignotèrent progressivement les territoires les plus lucratifs de l'Empire, marquant l'érosion lente de sa suprématie maritime. Et pourtant, au cœur de ces luttes, le Portugal fit preuve de résilience. Contre Ottomans, Arabes et Hollandais, il montra qu'un royaume relativement petit pouvait projeter sa puissance à travers les continents grâce à la stratégie, aux fortifications et à une ambition implacable. Ces affrontements façonnèrent non seulement la fortune de l'Empire, mais aussi la nature même du commerce mondial, de la guerre maritime et des rencontres entre cultures. L'histoire du Portugal à cette époque n'était pas seulement celle de l'exploration et de l'expansion, c'était aussi une lutte pour la survie contre des forces tout aussi déterminées, rusées et avides des richesses maritimes. À la fin, ces rivalités laissèrent une empreinte durable, rappelant au monde que contrôler les océans exigeait plus que des navires et du courage. Il fallait une vision, de l'adaptabilité et la volonté d'affronter les menaces de face, peu importe leur puissance. Au sommet de la puissance, un empire mondial sur 3 océans. Fermez les yeux un instant et imaginez un minuscule royaume européen, avec une côte pas plus longue que quelques villes mises bout à bout, commande soudain des routes commerciales des rivages d'Afrique au port de l'Inde, des forêts luxuriantes du Brésil jusqu'au Havre de Chine, des navires aux voiles marqués de croix rouges sillonnant 3 océans, des forteresses qui poussent comme des pièces d'échecs sur des côtes stratégiques, des marchands comptant des richesses inimaginables. Voilà le Portugal à l'apogée de sa puissance, un empire global qui défiait les limites de sa taille et de l'imagination. La transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle a commencé avec ses premières traversées téméraires dont on a déjà parlé, des marins allant au-delà de la peur et prouvant que le monde était navigable. À partir de là, le Portugal s'est étendu vite, chaque succès s'appuyant sur le précédent.
Bartolomeo Dias avait doublé le cap des tempêtes, Vasco de Gama avait atteint l'Inde, et la couronne commença à voir sa petite nation non plus seulement comme une partie de l'Europe, mais comme une maîtresse des mers et des routes du commerce. L'ambition devint un élan, et l'élan devint un empire. Vers le milieu du XVIe siècle, l'influence portugaise s'étendait sur l'Atlantique, l'océan Indien et la mer de Chine méridionale. Les forteresses n'étaient pas que défensives, c'étaient des symboles de domination, des bases de ravitaillement et des centres d'échange. Goa en Inde, Malacca en Asie du Sud-Est, Macao en Chine, et des établissements le long de la côte et de l'Afrique n'étaient pas des postes isolés, c'étaient des nœuds d'un réseau reliant des continents. Les navires quittaient Lisbonne avec de l'argent et des soldats, revenaient chargés d'épices, de soie et de marchandises rares. Chaque voyage renforçait l'idée que le Portugal pouvait toucher tous les coins du globe, parfois avant même que d'autres sachent que ces lieux existaient. L'Empire, ce n'était pas que le commerce, c'était la projection de puissance. La marine portugaise, petite comparée aux géants des siècles suivants, était incroyablement efficace. Caravelles et nefs, rapides et solides, patrouillaient les mers, escortaient les marchands et livraient parfois des batailles qui pouvaient changer l'équilibre du commerce. Elle avait appris de ses erreurs, de quasi-catastrophes en mer, et transformé ses leçons en stratégies qui lui permirent de dominer des routes pendant des décennies. Chaque réussite inquiétait les rivaux, ottomans et arabes dans l'océan Indien, puis hollandais et anglais qui allaient bientôt monter en puissance. Ce qui rendait cette époque remarquable, ce n'était pas seulement l'ampleur de la portée, c'était la façon dont le Portugal reliait des mondes en apparence éloignés. Les forêts du Brésil fournissaient du sucre pour l'Europe, tandis que le poivre de l'Inde et les soies de Chine passaient par Goa et Macao. L'argent venu des Amériques finançait des flottes à l'Est. Commerce, foi et culture s'entremêlaient, formant un réseau qui faisait du Portugal une présence mondiale bien vivante. Les missionnaires suivaient les marchands, diffusant croyances et instructions, suscitant parfois des tensions, mais créant aussi des liens durables. C'était le visage humain de l'Empire, des personnes, des idées et des traditions voyageant plus vite que jamais d'un océan à l'autre. Bien sûr, gérer un tel ensemble n'était pas simple. Les communications étaient lentes, les populations locales avaient leurs propres objectifs, et des rivaux guettaient à chaque détour. Mais administrateurs, marchands et capitaines portugais s'adaptèrent, mettant en place un système permettant d'extraire des ressources efficacement tout en maintenant la loyauté ou au moins la conformité de colonies lointaines. C'était un équilibre délicat de diplomatie, de stratégie et parfois de force brute. Les forteresses n'étaient pas seulement militaires, c'étaient aussi des centres administratifs, des nœuds de contrôle, des symboles d'autorité. À son apogée, l'Empire était plus qu'un assemblage de territoires, c'était une ambition devenue réalité. Des tempêtes au large du cap de Bonne-Espérance au port animé de Macao, des plantations sucrières du Brésil au marché d'épices de Malacca, la portée du Portugal semblait sans limite. Sur des rivages lointains, la Croix-Rouge du Portugal n'était pas seulement un drapeau, c'était le signe qu'un seul petit royaume européen avait complètement changé la donne. Mais cette domination restait fragile. Les puissances rivales, les difficultés internes et les limites d'un réseau aussi vaste faisaient que ce sommet ne fut qu'un moment, brillant, éclatant, mais bref. Pourtant, la vision d'un empire mondial sur 3 océans s'était concrétisée d'une manière que peu auraient imaginé quand les premiers explorateurs dépassaient l'inconnu en redoutant monstres et abîmes. À cet instant, le Portugal n'était pas seulement un pays, c'était une force qui connectait les continents, un royaume qui rendait le monde plus petit, et une inspiration pour des générations d'ambitieux. Chaque forteresse, chaque navire, chaque route commerciale témoignait de ce qu'on peut accomplir quand le courage, la stratégie et l'imagination naviguent ensemble. L'union avec l'Espagne et le recul de l'autonomie. Imaginez un petit royaume fier, dont les navires s'étendent sur les océans, dont marchands et missionnaires atteignent l'Inde, l'Afrique et même la Chine, se retrouvant soudain sous la même couronne qu'un voisin bien plus grand. Voilà le Portugal en 1580, la mort du roi Henri sans héritier plonge le pays dans la crise. Pendant des siècles, le Portugal avait façonné un empire mondial selon sa propre vision, de Bartolomeu Dias au cap des tempêtes à Vasco de Gama vers l'Inde, mais son indépendance vacillait. L'Espagne, géant de la péninsule ibérique, agit vite. Philippe II réclama le trône portugais, non par une guerre immédiate, mais par manœuvres politiques et liens familiaux. Ce qui ressemblait à une transition paisible en révéla vite les conséquences. En théorie, le Portugal gardait ses lois et ses usages. En pratique, les décisions sur ses flottes, ses colonies et ses routes commerciales passaient de plus en plus sous influence espagnole. L'autonomie qui avait permis au Portugal d'explorer l'inconnu et de dominer le commerce des épices commença à s'éroder. Pour les Portugais d'outre-mer, les effets furent immédiats et déstabilisants. Des forts de Goa à Malacca se mirent à fonctionner selon des directives qui privilégiaient les intérêts espagnols, parfois déconnectés des réalités locales. Vous vous souvenez des voyages audacieux de Dia et de Gama? Ils étaient mus par l'ambition portugaise, désormais les priorités de l'Empire se mêlaient à l'immensité des possessions espagnoles. Les marchands portugais d'Asie durent composer non seulement avec les pouvoirs locaux, mais aussi avec une nouvelle donne imposée depuis Madrid. L'équilibre des forces se déplaça, subtilement mais dangereusement.
Pirates, rivaux et empires voisins se frottèrent les mains. Hollandais et Anglais, sentant la faiblesse, testèrent les positions portugaises, attaquèrent les routes et s'allièrent à des souverains locaux. Les flottes portugaises, autrefois dominantes, durent s'étirer encore plus finement sur 3 océans pour défendre un empire dont la vision stratégique était compromise par l'Union. Chaque fort bâti en Orient, chaque comptoir en Afrique devait désormais se justifier non pas à Lisbonne, mais à un roi davantage préoccupé par les affaires d'Espagne. La perte d'autonomie rendit l'empire vulnérable d'une manière que l'audace et le courage seuls ne pouvaient plus compenser. Au pays, l'Union fit grincer des dents. Nobles et marchands portugais perdaient de l'influence, et le peuple sentait le poids de priorités étrangères sur la vie quotidienne. Les impôts montèrent pour financer des campagnes plus larges, et l'identité portugaise sembla s'affadir. La culture vibrante de Macao, les marchés animés de Goa, et même ce joyau devenu indispensable qu'était le Brésil, tout cela n'était plus que des pièces d'un jeu orchestré de loin. L'empire jadis irrésistible laissait apparaître ses fissures. Pourtant, tout n'était pas noir. Des administrateurs portugais et des leaders locaux trouvèrent encore des marges de manœuvre pour maintenir le commerce et défendre leurs intérêts. Macao continuait de prospérer comme porte d'entrée vers la Chine, et le Brésil prit peu à peu plus d'importance. Mais l'âge d'or de l'expansion rapide, où des hommes comme Dias et de Gama pouvaient agir avec une large autonomie, était terminé. La stratégie globale du Portugal devint réactive plutôt que visionnaire. On défendait l'acquis plus qu'on osait conquérir. Cette union montre aussi la fragilité des empires. Même une nation qui a contrôlé les mers peut voir sa puissance s'étioler si son indépendance est entamée. Les navigateurs portugais avaient prouvé que courage et savoir pouvaient ouvrir des mondes. La politique rappela que les garder exigeait plus que de l'adresse en mer. Il fallait une autorité souveraine, une vision claire et une unité de but. Avec l'Espagne tirant les ficelles, l'Empire portugais glissa peu à peu du récit de l'exploration vers celui d'une lutte pour survivre. Cette période posa les bases de défis futurs. Attaque hollandaise en Asie, ambition britannique en Afrique, et plus tard les épreuves qui mèneraient à la perte du Brésil. Rappelle qu'un empire n'est solide que si son leadership l'est aussi, et que même les meilleurs navigateurs ne peuvent pas toujours aller contre les marées de la politique. L'union avec l'Espagne n'effaça pas les réalisations portugaises. Le cap des tempêtes, Macao, les routes vers l'Inde demeuraient, mais elle en ternit l'éclat, plaçant l'empire sur la pente du déclin. Quand le Portugal retrouva sa pleine indépendance en 1668, bien des choses avaient changé. L'empire avait tenu, mais les leçons de l'union restaient. L'autonomie est la colonne vertébrale de l'ambition. Une fois perdue, il est presque impossible de retrouver la liberté totale de vision qui bâtit un empire mondial. Les histoires des explorateurs et des colonies demeuraient. Mais la puissance qui avait permis au Portugal d'étendre ses bras à travers les mers s'était adoucie, un avertissement gravé dans l'histoire de l'empire. Bataille perdue, d'Ormuz à Malacca. Imagine la scène, les Portugais, autrefois imbattables sur mer, se retrouvent face à des ennemis qu'ils ne peuvent plus simplement dépasser par la force ou la ruse. L'Empire, né d'explorateurs audacieux comme Vasco de Gama et de forts plantés aux 4 coins des océans, passe en mode défense. Des eaux étincelantes d'Ormuz au port grouillant de Malacca, leurs défaites furent aussi marquantes que leurs victoires, et elles ont remodelé l'Empire d'une façon que peu avaient prévue. Ormuz fut l'un des premiers avertissements. Cette île stratégique contrôlait l'entrée du golfe Persique. Les Portugais l'avaient prise au début des 1600, assez facilement, puis y avaient bâti une forteresse pour dominer les routes commerciales. Mais leur emprise n'a jamais été totale. Des pouvoirs locaux, soutenus par les Perses et des marchands rivaux, les défiaient sans cesse. Les lignes de ravitaillement, tendues sur des milliers de kilomètres, demandaient plus d'hommes et de navires que Lisbonne ne pouvait toujours fournir. Chaque petite révolte, chaque attaque bien organisée grignotait leur domination. Ils ont compris qu'un fort ne suffisait pas, surtout quand on est entouré d'adversaires qui connaissent mieux que toi les eaux, les vents et la politique. Malacca raconte la même histoire, en plus grand. La ville posée sur le détroit vital qui relie l'océan Indien à la mer de Chine méridionale était un vrai bijou. La contrôler, c'était contrôler les épices. Les Portugais l'ont prise en 1520, et, un temps, on a cru leur mainmise intouchable. Mais Malacca attirait les ennemis, le sultan de Johor, des puissances malaises, puis les Hollandais. Guérilla, combat naval, siège, les pertes ne comptaient pas seulement militairement, elles frappaient le moral et l'image d'invincibilité de l'Empire. Ce qui rendait ces défaites si lourdes, c'est qu'elles s'inscrivaient dans l'histoire générale de l'Empire portugais. Souviens-toi des débuts sur la route des épices grâce à Vasco de Gama. Ces triomphes ont créé des cibles. Le succès attire les rivaux. Plus le Portugal s'étendait, plus ses positions devenaient vulnérables. L'Empire avait grandi plus vite que sa capacité à tout défendre, et Ormuz comme Malacca l'ont montré crûment. Au-delà des batailles, ces revers révélaient les limites du pouvoir portugais. Souvent la connaissance du terrain valait plus que des canons. On peut bloquer un port avec une flotte, mais connaître les courants, les vents de mousson, les criques cachées, ça n'a pas de prix. Les Portugais avaient du talent et du courage, mais leurs adversaires avaient l'habitude du lieu, des alliances et une volonté tenace. Avec le temps, même des forts et des patrouilles qui paraissaient imprenables pouvaient être contournés, assiégés ou minés. Et puis il y a l'humain. Soldats et marins, loin de chez eux pendant des années, souffraient des maladies,
des manques de ravitaillement, de l'épuisement. Chaque perte à Ormuz ou à Malacca n'était pas qu'un revers stratégique, elle grignotait la confiance de ceux qui croyaient que le Portugal pouvait dominer toutes les mers. À Lisbonne, l'annonce d'un fort tombé obligeait la couronne à revoir ses plans, bouger des fonds, parfois renoncer à des ambitions qu'on croyait non négociables. Pourtant, ces batailles ne sont pas que des défaites, ce sont des leçons. Les dirigeants portugais ont compris qu'une domination mondiale ne repose pas seulement sur des coups d'éclat, mais aussi sur la diplomatie, les alliances et parfois le pragmatisme plutôt que la force brute. Le déclin à Ormuz et à Malacca annonçait les défis à venir face aux Hollandais et aux Anglais, qui mêlaient sens du commerce et précision militaire pour regagner le pouvoir portugais en Asie. Ces revers montrent aussi l'ampleur, malgré tout, de l'Empire à son apogée. Peu d'Européens ont tenu, même brièvement, des avant-postes du golfe Persique jusqu'au détroit de Malacca. Un empire n'est jamais figé. Chaque conquête porte en elle une faiblesse, et chaque échec laisse une leçon dure à oublier. Quand le Portugal commença à peiner à Malacca, la grande histoire du déclin, de la concurrence et des pertes, était déjà lancée, avec, à l'horizon, les drapeaux hollandais et britanniques sur les mêmes eaux que Vasco de Gama avait autrefois traversé avec audace. D'Ormuz à Malacca, les batailles perdues ont autant défini l'empire que ses victoires, prouvant qu'un empire bâti sur l'audace peut être ramené à l'humilité par la stratégie, la distance et l'incessant mouvement de l'histoire. Le lent effondrement. Les Hollandais et les Britanniques prennent la mer. À la fin des 1600, l'Empire portugais, autrefois craint et admiré, commençait à se fissurer. Imagine-toi sur un quai animé à Goa ou à Malacca. Les mêmes épices et soieries arrivent encore, mais plus tard, en moindre quantité, et de plus en plus souvent interceptés par de nouveaux rivaux. Les Hollandais et les Britanniques ne faisaient pas que passer, ils venaient s'installer. La domination portugaise glissait doucement entre leurs doigts. Cela ne s'est pas fait d'un coup. Pendant des décennies, le Portugal avait tenu la mer grâce à l'habileté, à la stratégie et à un réseau de forts d'Afrique jusqu'à l'Inde. L'Empire vivait de monopoles, poivre du Malabar, girofle des Moluques, or du Brésil. Mais l'Europe changeait, et l'équilibre des forces aussi. La Compagnie néerlandaise des Indes orientales, fondée en 1698, proposait un modèle neuf, très financé, organisé, impitoyablement efficace. Pas des explorateurs à l'ancienne, des marchands armés de flottes, de banques et d'une discipline militaire. Les Portugais, eux, gardaient leurs vieilles méthodes, flotte plus petite, communication lente, dépendance à des alliés locaux, désormais tentés par l'or hollandais. Les Britanniques, via leur Compagnie des Indes orientales, étaient tout aussi obstinés. Pas besoin de tout conquérir, ils pouvaient mieux négocier, mieux commercer, encercler pas à pas. Des ports comme Cochin ou Ceylan, autrefois intouchables, cédaient sous blocus et pots de vin. Chaque fort ou comptoir perdu ne coûtait pas que des marchandises, il coûtait du prestige et du moral. On se mettait à parler des nouveaux maîtres de la mer, loin de l'âge d'or où les navires portugais imposaient le respect partout. Le Brésil, joyau de la couronne, offrit un répit, mais ne compensa pas les pertes en Asie et en Afrique. La colonie prospérait, mais le cœur de l'Empire restait le commerce mondial, et ce cœur battait moins fort. Les flottes hollandaises envahirent le nord-est du Brésil en 1630, y installant des plantations de sucre lucratives. Les autorités portugaises finirent par reprendre du terrain, mais l'effort vida les coffres et révéla les failles. Pendant ce temps, en Inde et dans les Indes orientales, des forts tombaient l'un après l'autre face à des Européens mieux armés. L'empire maritime, cousu de forts, traités et alliances, se décousait. Des facteurs internes aggravaient tout. L'Union ibérique, quand le Portugal fut sous la couronne d'Espagne de 1580 à 1640, avait déjà affaibli son autonomie et détourné l'attention vers les guerres d'Europe. Quand le Portugal retrouva son indépendance, d'autres puissances avaient appris l'art du commerce mondial et de la guerre navale. Les navires portugais, autrefois les plus rapides et les plus audacieux, étaient désormais dépassés. Là où ils misaient sur le cran et la ruse, Hollandais et Anglais misaient sur l'efficacité industrielle, la discipline et l'échelle. Leçon dure, le courage ne suffit plus quand la concurrence s'organise. Maladie, corruption, lassitude administrative ont encore ralenti la machine. L'effort coûtait trop cher. Les alliances locales se défaisaient quand les rivaux européens offraient de meilleures conditions aux princes et marchands. Chaque petite perte créait des ondes de choc. Les marins portugais, autrefois redoutés, négociaient plus qu'ils ne conquéraient, tentant de rester pertinents dans un monde qui changeait vite. L'image d'une grande puissance s'effritait. Le déclin n'a toutefois pas tout emporté. Le Portugal conserva des points clés, Goa en Inde, Macao en Chine, le Mozambique en Afrique. Ces places lui permirent de survivre comme acteur secondaire, gardant des poches d'influence tandis que Hollandais et Britanniques étendaient leur réseau. Mais l'âge d'or, celui de Vasco de Gama, Bartolomeo Dias et du prince Henri, était terminé. La vague irrésistible d'autrefois n'était plus qu'un filet d'eau, écrasé par de nouvelles puissances. Cette lente chute raconte une leçon sur les empires, l'ambition et le timing. Le succès précoce du Portugal venait de l'audace, de la navigation et de l'innovation. Son déclin est venu de rivaux qui ont amélioré ces mêmes recettes, avec plus d'argent et une organisation supérieure.
Les mers, autrefois quasi portugaises, sont devenues des arènes de compétition féroces, et les drapeaux hollandais et britanniques ont remplacé les croix sur les vagues. Au XVIIIe siècle, l'Empire existait encore, mais à peine. Il gardait sa culture, sa langue, quelques territoires, mais sa portée avait rétréci. L'érosion fut lente, moins spectaculaire que les grandes conquêtes passées. Les navires continuaient de partir, les épices de circuler, les missionnaires de prêcher, mais les jours où le Portugal dictait sa loi sur 3 océans s'éloignaient. L'Empire était entré dans une longue ombre, moins l'expansion, plus la survie. Et la gloire des anciennes légendes devenait un souvenir à raconter plutôt qu'une réalité à répéter. L'indépendance du Brésil et l'éclatement d'un empire. Imagine une terre immense de l'autre côté de l'Atlantique, pleine de forêts, de fleuves et de montagnes riches en or, mais liée à un royaume lointain à des milliers de kilomètres. Cette terre, c'était le Brésil, jadis le joyau de la couronne portugaise, source de richesse, de ressources et de prestige pour l'Empire. Mais au début des 1900, le lien entre colonie et couronne s'était usé. Le roi lointain, João VI, était retourné au Portugal après les guerres napoléoniennes, laissant son fils Pedro au Brésil, et la suite allait changer le destin des deux pays. Le Brésil avait grandi au-delà de ce que le Portugal pouvait vraiment contrôler. Sa population était diverse, peuples autochtones, Africains réduits en esclavage et colons européens, avec des économies allant des plantations de sucre au nord-est au café, et alors au sud et à l'intérieur. Les élites locales étaient puissantes, riches, et de plus en plus convaincus que leur avenir serait meilleur sans l'œil constant de Lisbonne. Les graines de l'indépendance germaient depuis des décennies, nourries par les idées d'autonomie, de liberté économique et par les vents de changement qui soufflaient sur les Amériques. Le départ du roi João VI en 1820 apporta à la fois des opportunités et des tensions. Son fils Pedro resta comme régent, censé maintenir la fidélité à la couronne. Mais Pedro n'était pas un administrateur lointain, il avait vécu au Brésil, comprenait ses complexités et avait tissé des liens avec ses élites. Peu à peu, les chuchotements devinrent de discussions, puis des plans. Quand Lisbonne exigea que le Brésil redevienne une colonie soumise, la résistance se durcit. Ce que Lisbonne appelait loyauté, le Brésil le voyait de plus en plus comme de la soumission. La rupture arriva le 7 septembre 1822, poussé par des leaders brésiliens et un sentiment national grandissant, Pedro proclama l'indépendance sur les rives du Rio Ipiranga. Acte dramatique et symbolique, un cri qui marqua la naissance de la nation. Indépendance ou la mort, lança-t-il, une déclaration qui résonna partout, ébranlant les fondations de l'Empire portugais. Pendant des siècles, le Portugal avait projeté sa puissance sur les océans grâce à des forts, au commerce et à la diplomatie. Désormais, sa plus grande et plus profitable colonie lui glissait des mains en un moment décisif. La suite fut agitée. Il y eut des combats dans certaines régions, mais dans l'ensemble la transition fut étonnamment rapide comparée à d'autres mouvements d'indépendance. Le Brésil garda la monarchie, Pedro devint l'empereur Pedro I, un choix stratégique qui stabilisa le pays tout en conservant des liens avec certaines traditions portugaises. Économiquement, le Portugal, lui, souffrit. Perdre le Brésil, c'était perdre la manne du sucre, de l'or et du café qui avaient alimenté ses ambitions pendant des siècles. L'empire maritime, autrefois glorieux, maître de routes et de forteresses sur 3 océans, se retrouva fortement diminué. L'indépendance du Brésil fit aussi trembler le Portugal lui-même. Politiquement, le royaume entra dans une période d'instabilité, de débats sur les réformes et dut reconnaître l'effondrement de son influence mondiale. Ce n'était pas seulement une perte de territoire, c'était un tournant où l'idée d'une domination portugaise globale s'effaçait. D'autres colonies comme l'Angola, le Mozambique et Goa restaient, mais le joyau d'or, le cœur de l'empire, était parti. Le Portugal ne retrouverait plus jamais le même niveau de puissance ou de prestige outre-mer. Et pourtant, même dans cette perte, il y eut transformation. L'indépendance du Brésil montra la force d'une identité locale, d'un leadership stratégique et du mouvement du temps. Elle prouva que les empires, si vastes soient-ils, peuvent se défaire quand des dirigeants lointains ne s'adaptent pas aux réalités locales. L'histoire mondiale du Portugal ne s'arrêta pas là, mais l'empire était irréversiblement changé. Le centre de gravité se déplaça vers l'Afrique et l'Asie, où forts et comptoirs subsistaient, sans jamais égaler l'ampleur et l'importance économique de ce qui avait été perdu. Avec le recul, l'indépendance du Brésil fut à la fois une fin et un début. Fin de l'âge d'or de l'Empire portugais, qui perdit l'illusion de permanence et d'invincibilité. Début d'un nouveau pays, portant la langue, la culture et l'influence portugaise bien au-delà de l'Europe, d'une façon que le Portugal lui-même ne pouvait plus revendiquer. L'Empire, jadis étendu sur les océans, dut accepter une réalité plus petite et redéfinie. Le Brésil avait assez grandi pour choisir son destin. Et le Portugal, malgré des siècles de maîtrise maritime et des forteresses contrôlant les mers, n'eut plus qu'à voir son joyau devenir une nation à part entière. Leçon d'ambition, de distance et de la fragilité même des plus grands empires quand le monde change. L'héritage d'un empire, culture, langue et influence durable. Fermez les yeux et imaginez le monde après des siècles d'exploration, de conquête et de commerce portugais. Les navires avaient atteint les confins de la planète, des forteresses jalonnaient les côtes d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud. Et même quand l'Empire disparut, ses empreintes restèrent partout.
On les voit dans le rythme d'une samba brésilienne, on les entend dans la langue portugaise parlée en Angola ou au Mozambique, on les goûte dans les épices, recettes et traditions qui ont traversé la moitié du globe. L'héritage de l'Empire portugais n'est pas seulement de l'histoire, il est vivant, tissé dans la culture, la langue et les liens entre continents. Prenons le Brésil. Au départ simple découverte de Pedro Álvares Cabral, il devint peu à peu le joyau de l'Empire. Colons portugais, esclaves africains et peuples autochtones mêlèrent leur monde, créant de nouvelles identités. Salvador, Rio de Janeiro, ces villes portent encore l'empreinte des architectures, des fêtes et des traditions venues du Portugal. Mais ce n'était pas une copie, c'était une transformation. La langue portugaise se mélangea aux dialectes locaux, aux rythmes africains et aux mots indigènes, donnant naissance à quelque chose d'unique, le brésilien. Et ce même processus se retrouva ailleurs, de Goa en Inde à Macao en Chine. La religion fut un autre fil de cet héritage. Missionnaires, marchands et explorateurs transportaient la foi avec eux. Des églises surgirent dans des terres lointaines, mariant design européen et art local. Certaines tiennent encore debout aujourd'hui, témoins d'un temps où la foi était à la fois un pont et un outil de domination. Et même si elle s'accompagnait de conflits et de résistances, elle a laissé des marques, fêtes, traditions et pratiques qui survivent bien après la fin de l'empire politique. La langue reste peut-être la trace la plus tangible. Le portugais est devenu la voix de continents entiers. En Afrique, il est langue officielle au Mozambique, en Angola, en Guinée-Bissau et au Cap-Vert. En Asie, il survit à Goa et à Macao, influençant langue locale et nom de lieu. Au Brésil, il a évolué, absorbant de nouveaux mots et rythmes, mais reste au cœur profondément portugais. Ce fil linguistique a relié des terres lointaines, créant une unité subtile qui a survécu aux empires, aux guerres et aux indépendances. Le commerce et la cuisine révèlent aussi des traces durables. Rappelez-vous les routes des épices ouvertes par Vasco de Gama et les plantations de sucre au Brésil. Ce n'étaient pas seulement des entreprises économiques, c'étaient des échanges culturels. Ingrédients, recettes, techniques culinaires voyagèrent avec marchands et colons. Du poulet piri-piri au Mozambique à la feijoada du Brésil, l'empreinte culinaire de l'Empire est immense, parfois discrète, parfois éclatante, mais toujours présente. L'art, l'architecture et la musique complètent ce tableau. Le style manuélin inspira Goa, tandis que les azulejos et les églises portugaises marquent encore les villes d'Amérique du Sud. La musique voyagea aussi, mêlant instruments européens, rythmes africains et mélodies indigènes pour créer des genres devenus inséparables des identités locales. L'échange n'a pas toujours été égal ni volontaire, mais il a produit une mosaïque qui couvre océans et siècles. Même quand le pouvoir politique déclina, avec les batailles perdues à Malacca, le lent recul en Asie et l'indépendance du Brésil, l'influence portugaise resta inscrite dans la vie quotidienne, les structures politiques et les habitudes sociales. L'Empire ne s'éteignit pas avec ses drapeaux, il survécut dans les gestes, les mots, les coutumes et les mémoires. Aujourd'hui, chercheurs, voyageurs et descendants retrouvent ces fils, reliant continent et histoire. L'héritage de l'Empire n'est pas qu'une nostalgie, c'est un réseau vivant de culture, de langue et d'identité. Des forteresses transformées en musées aux dialectes portant encore des mots anciens, des cuisines aux musiques et festivals, le récit de la portée mondiale du Portugal résonne toujours. On comprend alors que l'audace, l'exploration et l'ambition ont laissé des marques bien au-delà de la conquête, façonnant des sociétés qui portent encore ses échos. Même lorsque l'Empire s'effondra lors de la Révolution des œillets et que Lisbonne abandonna ses derniers territoires, les liens humains, culturels et linguistiques ne disparurent pas. Ils s'adaptèrent, survécurent et prospérèrent, prouvant que la vraie puissance d'un empire ne se mesure pas seulement en terre ou en commerce, mais dans l'influence durable qu'il imprime au monde. L'Empire portugais a pris fin, mais son héritage vit encore dans la façon dont les peuples parlent, célèbrent et se relient d'un océan à l'autre, de génération en génération.